Alain Valls. Bonjour. Eh bien justement, c'était la suite de ma phrase. Ça tombe bien. Merci. Merci de me recevoir. Eh bien dites donc, vous me prenez de court à chaque fois que je dis une phrase, vous la dites J'essaie avant moi. d'anticiper. Alain Valls, c'est comme ça qu'on prononce votre nom. Valse, comme une valse. Oui. Tout à fait. Pas comme un politique. Pas du tout comme un homme Parce que politique. ça ne s'écrit pas pareil. En ce moment, je suis pas sûr que ça soit la meilleure publicité pour moi. C'est surtout parce que je donne l'orthographe de votre nom. En tant qu'auteur, oui, si on fait une recherche, ce n'est pas comme l'autre. C'est W-A-L-T-Z. C'est ça. Voilà, alors. D'origine alsacienne, bien sûr, et pas ibérique. Quoi qu'en cherchant bien. Peut-être. Alors, j'ai en face de moi quelqu'un qui est, j'allais dire juste un auteur, parce que d'habitude je rencontre des médiums, des guérisseurs, etc. Mais c'est un auteur passionné par l'ésotérisme. Entre autres. D'où les livres qui sont sur la table. Le premier, Dans l'ombre des enclos sacrés. La naissance des Templiers avant qu'ils existent dans l'histoire officielle, c'est-à-dire le lien entre Cîteaux et l'ordre du Temple. L'abbaye de Cîteaux. Voilà, l'abbaye de Cîteaux, les moines cisterciens. C'est rarement fait historiquement parlant. Les historiens semblent avoir peur de parler de Cîteaux quand ils parlent des Templiers. Donc voilà, j'ai osé vous proposer ça, mais sous forme de roman, puisque bien sûr il faut romancer pour boucher les trous de l'histoire, et c'est peut-être le meilleur moyen de parler histoire en faisant du roman. Oui, mais avec un plaisir de votre côté, c'est-à-dire pour vous-même, vous avez fait les recherches historiques et vous avez raconté l'histoire. C'est ça votre démarche. Ça commence par la recherche historique. D'ailleurs, un document qui est dedans et qui dit clairement qu'il y a des liens particuliers entre Cîteaux et l'ordre du Temple, avant même donc qu'ils existent, puisque ça se passe en 1108, c'est-à-dire 10 ans avant que, soi-disant, 9 pauvres chevaliers s'en aillent vers Jérusalem pour garder des routes pèlerines, ce qui ne ressemble à rien, puisqu'il n'y a pas de route pèlerine à garder. En 1118, on est dans le royaume déjà de Jérusalem et tout est chrétien. Toute la côte est chrétienne et donc il n'y a aucune raison d'aller garder des routes pèlerines qui sont a priori, sinon sûres, disons accessibles. Je vois, vous connaissez votre affaire, vous avez fait des recherches sur les Templiers, donc oui. Pourquoi les Templiers ? Parce que les Templiers, alors d'abord il y a 3 choses, vous n'avez pas été tout à fait complet au début, c'est-à-dire que je suis un passionné d'histoire avant tout, d'architecture aussi, et du Moyen-Âge. Et quand on rassemble, et bien sûr d'ésotérisme, vous l'avez dit, sinon qu'est-ce que je fais là donc les Templiers quand même, si on parle de Templiers, ça rassemble bien tout ça. Bien sûr, c'est de l'histoire, mais c'est aussi beaucoup d'ésotérisme, parce que l'ordre du Temple est ésotérique. Alors, on a parlé du premier livre. Tout à fait. Qui pose les bases donc des Templiers, si je puis dire. Et il y a le second livre pour l'instant. Je dis second parce qu'il y en aura d'autres après. Donc le second livre pour l'instant. D'éditer. Oui. Puisque l'autre est un peu, en train d'être écrit. La relique oubliée du Temple. Et puis, je sais que le T ressemble à un 7, mais c'est bien du Temple qu'il s'agit. Et puis ensuite, il y a un sous-titre que j'ai toujours du mal à retenir. Vous allez pouvoir me dire de quoi je suis. Non. Et vous, virgule, qui dites-vous que je suis ? Voilà. Alors c'est une phrase, elle n'est pas de moi, elle est reprise d'un livre qui parle du suaire de Turin, dont je parle du suaire de Turin là-dedans. Et en effet, c'est la grande question, ce saint suaire de Turin, il représente qui ? C'est toujours la grande question, le grand débat à la fois historique, mais aussi scientifique, puisque c'est devenu très scientifique cette histoire, et sans dévoiler le livre, je propose de parler entre autres de ça, de reliques, bien sûr. Il s'agit bien d'une relique, ce Saint-Suaire, et voilà, c'est la question. Et vous, qui dites-vous que je suis ? La porte est ouverte, relique, je vous laisse le choix. Relique et trésor. Parce que qui dit Templier dit trésor. Trésor, mais là on parle quand même de trésors très immatériels, voire spirituels, pour pas dire mystiques. Un journaliste m'a dit en effet c'est mystique. Alors voilà, après chacun juge ce que j'ai voulu faire, mais l'idée de ce livre, c'est de proposer ce qu'ils auraient pu ramener de Jérusalem, ce qui a fait à la fois leur puissance, on le voit bien, c'est un ordre qui éclate au jour, comme ça, au grand jour. Pendant 2 siècles, ils vont dominer l'Europe.
si c'est pas plus, puisque au Moyen-Orient aussi, et ils vont disparaître aussi vite qu'ils ont été créés parce que ça posait des problèmes. Ben oui. La puissance, pas apprécié. oui, la puissance, la richesse et le savoir, la Ouais. connaissance, ça fait pas très bon ménage avec la royauté, surtout à cette époque. Surtout qu'ils étaient bien vus en plus, les Templiers. Ils étaient très bien vus au début. Hmm. Et très mal à la fin. donc voilà, c'est un peu le résumé du livre. Hein. C'est ce qui a fait leur puissance, mais ce qui a fait leur perte aussi. C'est peut-être ce qu'ils ont ramené de Jérusalem, un peu trop de connaissances, un peu trop de puissance. Ouais. Alors c'était des moines chevaliers, les Templiers. On peut les C'est- résumer comme ça. Oui, enfin, le terme existe, hein, c'est moine-soldat, Ouais. le terme qui est employé déjà au Moyen-Âge. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, moine-soldat ? Puisque quand même, ils ont fini, si au début ils ne se battent contre personne à Jérusalem et qu'ils passent leur vie sur le temple de Salomon, enfin sur ce qu'il en reste, et qu'ils passent leur vie à creuser, à chercher quelque chose, il n'en reste pas moins qu'au bout de quelques années, ils vont se battre contre ce qu'on appelle les infidèles. Pas sûr qu'ils soient plus infidèles que les autres, mais c'est toujours vrai d'ailleurs. Donc ils finissent par se battre. Et c'est vrai que la notion à ce moment-là de soldat prend son terme voilà, évident, mais d'un autre côté, ça perd un peu le côté moine. Ben, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Donc il faut chercher des bonnes raisons pour se battre au nom du Christ et au nom de la religion. Oui, c'est comme toujours, quoi. En fait, oui, une Mais fois de eux, plus, mais ils sont quand même adoubés pour faire ça, quoi. D'accord, mais est-ce que cet Ils sont ordre, autorisés. d'accord, cet ordre à l'invalse de Templiers, vous les aimez, vous les défendez, dans les deux livres, on comprend que vous je êtes les de aime leur bien. côté. Hein. Que je les aime bien et qu'il y en a que j'aime pas trop. Oui, mais enfin, Philippe le Bel, vous l'aimez pas du tout, parce que le procès qu'il a fait aux Templiers pour pouvoir les auxir, pour vous, c'est une tartufferie. Quoi. C'est une parodie de procès. Oui, Il n'y a pas de procès, c'est l'Inquisition qui pour, s'en mêle et qui... Pour on noyer voit son bien. chien, on dit qu'il est galeux, quoi. Voilà. C'est exactement ça. C'est Donc exactement ils ça. sont pas sodomites, ils n'ont jamais craché sur le Christ. Peut-être. Peut-être. Alors, sodomite, ça, je pense pas. Pourtant, je me demandais quand même, petite histoire mais c'est des moines, c'est que des hommes. Les femmes, franchement, là, ils sont machos. Hein. Les femmes, Ouais, mais ils c'est sont très méfiés. Moyen-Âge. Oui, mais donc ils doivent bien s'amuser quand même. Les femmes à l'époque, elles n'ont pas d'âme. Hein. Il Oui, faut se rappeler de ça. donc, elles n'ont pas d'âme. Enfin, non, aujourd'hui, elles en ont, Mais elles nos ont moines, gagné une. Ils doivent bien s'amuser un petite, petit peu, elles donc ont- ils sont peut-être un peu sodomites quand même, non? Parce qu'ils, Honnêtement, j'étais pas là. non, mais dans je le sais ordre, pas. c'était accepté de s'embrasser. Ah oui, non, Ou s'embrasser. c'était Philippe le Bel qui en avait rajouté une couche. Oui, je pense qu'il en a rajouté. Hum. Plus qu'une couche, hein, je pense qu'il en a rajouté beaucoup. Alors après, il y a aussi tout un côté, encore une fois, mystique et rituel. Oui. Dans les rituels, tout s'explique. Si on a fait partie de certains des ordres initiatiques d'aujourd'hui, il y a des procédés ou des procédures de réception Oui. qui ressemblent Comme toujours... pour les francs-maçons et compagnie. Voilà. D'accord. Mais cracher sur le Christ, quand même, c'est pas très. Ben, ça dépend ce que certains ésotéristes qui ont écrit sur l'ordre disent notamment que peut-être qu'ils crachaient sur la croix et pas sur le Christ ou pas sur ce qu'il représente, mais sur le fait qu'ils ont pas ils ont une connaissance autre que l'Église chrétienne de l'époque. Qui ont fabriqué la croix et le Christ comme une espèce d'instrument de torture. C'est pas tout à fait ça. La croix, ça a d'autres symboles. Sur le plan ésotérique, simplement un homme crucifié. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur symbole pour le Christ de l'accrocher à une croix. Bah si on croit à la résurrection, c'est déjà pas mal de savoir qu'il est déjà mort pas avant. mal. Mais Sauf s'il est cracher comme symbole, de toute façon, c'est pas terrible. Expliquez-moi un petit peu quand même. Vous le voyez comment cette histoire? Donc c'est positif, c'est gentil, c'est pas méchant, c'est pas contre le Christ, c'est pas contre Dieu de cracher. Déjà, ça met celui qui va être reçu dans l'ordre dans des conditions de soumission. On lui dit de cracher, il faut qu'il crache. Ça peut être une des raisons. C'est de dire on accepte tout d'un ordre que l'on ne connaît pas et on vous expliquera après. Pour l'instant, on obéit et on se soumet à... pour rentrer, il faut accepter les règles. D'accord. Et ça peut faire partie de dire jusqu'où vous êtes prêt à aller pour rentrer chez les Templiers. Première hypothèse qui est, pourquoi pas, possible.
c'est ceux qui fréquentent la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix ou Ils crachent d'autres. pas sur le Christ pour autant, Non, ça. mais on leur demande des choses. Oui. Je ne vais pas Ils se dévoiler. mettent à genoux, je sais plus quoi. Ah, Non. oui, tout à fait, mais voilà, voilà, il faut accepter les règles avant même d'y rentrer. D'accord, Voilà. bon. Il faut accepter l'autorité et dire je me soumets à vos règles. Une à autre vous. explication, une autre. Alors, La deuxième, c'est un peu plus compliqué. La croix n'est pas le symbole de crucifixion pour les Templiers. pour eux, La croix, c'est l'ordre, c'est les Romains. le carré, c'est le carré. Ah, d'accord, non, c'est J'explique, géométrie c'est sacrée, le d'accord. 4. D'accord. D'ailleurs, si on prend le symbole des cisterciens, ça On va le c'est montrer. purement cistercien. Alors, c'est pas innocent si j'ai pris ce symbole, mais je vais peut-être y revenir un peu après. Donc, c'est bien, la croix est dedans, hein, on voit bien que c'est sur la base du 4, le carré, la croix, etc., plein de symboles, et donc, oui, Parce on voit que- bien que c'est 4. Oui, on voit 4 Alors, pétales. Si Ah je- oui, Mais, vous mais voulez ouais. en savoir tout de suite plus, vous. Non, mais je vois pas la croix dans votre carré, mais bon, Alors, pourquoi j'ai choisi ça? On va le faire sur un petit papier. Oh, Alain Valls nous Vous dessine quelque dessinez. chose. Regardez, vous avez droit à un stylo. Donc si on fait là-dedans, ça c'est purement cistercien, je rappelle, on trouve ça par terre, sur des carreaux, à la place du carrelage d'aujourd'hui, hein, on trouve ça dans toutes les abbayes. Et si c'est pas, il y a plein de modèles différents, toujours basés sur un système de 4, hein, c'est carré. Et on le trouve aussi sous forme de fer forgé sur les verrières pour les protéger. Bon, et là voilà. c'est du fer. Ils n'ont pas fait ça pour faire jouer au lit. C'est quand même très symbolique. Donc si on prend ça, c'est bien carré. On a l'entrelac au milieu qui je vous le fais bien sûr très grosso modo, hein, avec les cercles que vous trouvez là. Alors bien sûr, c'est qu'un seul fil. Hein. Le propre des entrelacs, c'est en effet Oui, ça s'entrelace. Ça s'entrelace, mais c'est jamais coupé. Oui, oui, ça se D'accord. suit comme les Ça se arabesques. suit. Voilà, tout à fait. Et si vous faites, donc vous avez là ce symbole qui est purement cistercien. Et Ben, je vois si, pas de croix, moi, je vois pas de croix. eh ben, si on fait, si on dessine si on colore, pardon, ça serait mieux en rouge, mais je n'ai pas de stylo rouge puisque vous n'avez pas offert de stylo rouge. Ah, bah, ça Si serait on une autre colore, si on colore le centre, Ah oui, ça et fait on une se croix. retrouve avec la croix purement templière qui est une croix pâtée, qu'on peut évidemment agrandir, puisque dans chaque entrelac, on pourrait l'agrandir à chaque fois, elle va jusqu'au bout, vous avez une croix templière. Et donc j'ai pris tout naturellement ce symbole pour faire le rapprochement entre les deux ordres. Voilà. C'est plus parlant, il suffirait donc de dessiner, de colorier cette partie centrale et voir l'agrandir au fur et à On voit mesure bien, d'entre eux. on voit bien. Ah oui, oui. D'un seul coup, on le voit quand on sait. Ouais, oui. Voilà. Quel meilleur symbole pour passer des cisterciens aux templiers Avec, avec la croix des juste un Templiers. symbole. Pour ça qu'elle a été là. Et c'est pour ça aussi qu'elle a été reprise là. C'est le même, hein, c'est la même, fait par une peintre un cadeau, voilà, qu'on m'a fait. Alors pourquoi rouge, etc. Parce qu'on parle de la fin des Templiers et un peu de bûcher. Et ça faisait un peu bûcher, donc on l'a retenu pour la couverture du livre. D'accord. Alors vous êtes en train de me parler que ça c'est le symbole déguisé des Templiers. C'est Quelque pas le part. symbole, quelque part. je l'ai pris en symbole parce qu'il Eh, il dites. disait bien le droit de... Ah là, j'ai dit quelque part. Ça va, je m'en sors dans ces cas-là. Je C'est reste dans le gentil. flou. Bon, mais c'est une croix. C'est une croix. Alors pourquoi On ils voit crachent bien une croix. dessus? Alors pourquoi ils font Mais des c'est croix? pas la croix du crucifié, du Christ crucifié. C'est pas la même. C'est la croix, c'est une croix. C'est la leur. Elle a 4 branches égales. Et là, c'est de la géométrie sacrée alors. C'est de la géométrie, oui. Et donc ça représente bien autre chose qu'un crucifié. Il n'y a rien de, D'accord, c'est autre de chose. religieux. Et pour les Templiers, est-ce que le Christ est mort sur la croix? C'est une des questions, vous savez, qui revient souvent en ce moment. Ah ouais, d'accord, mais vous entre croyez que les Da Vinci, Templiers se posaient la etc. question? Peut-être qu'ils savaient. Ah ouais. Il ne faut pas oublier que les Templiers, c'est avant tout des initiés. La connaissance au Moyen-Âge, elle n'est pas ni chez les rois, ni chez les grands seigneurs, ni dans l'église de village. Elle est uniquement chez les moines. La connaissance est là. Et si on envoie quelques moines traverser les mers, peut-être même faire des croisades pour pas grand-chose, c'est peut-être qu'il y avait une raison. C'est peut-être le prétexte pour aller chercher quelque chose qu'ils ramènent de là-bas. La connaissance, elle est là-bas. Les Arabes, à l'époque, sont beaucoup plus érudits Oui, que nous, occidentaux, bien sûr.
qui sommes ce qu'on appelle être au Moyen-Âge quand même. Et On y est vraiment. Ils sont peut-être aussi beaucoup plus riches. Ils ont ramené des richesses aussi pour les Ils sont aussi croisades. riches. Alors, les reliques qu'on a ramenées là-bas, c'est peut-être une forme de richesse. Aussi. Ouais. Peut-être. Bon, alors cette histoire de croix, on va pas y rester pendant 2 heures. Non, mais parce que je veux pas vous... Non, mais je vois bien. Je peux pas forcément... je sais pas forcément tout. Non, J'ai pas la prétention de... C'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre qui fait une leçon de morale à qui que ce soit. Je pose autant de questions que ce sont les miennes aussi, les questions Est-ce que je pose. j'ai dit que vos livres, c'était passionnant à lire? Je ne l'ai pas dit. Vous avez oublié de me le dire, je pense. Mais alors ça mais va... peut-être que si je suis là, c'est peut-être que ça vous a un peu plu. Ça va de soi. Et puis ma petite femme aussi a lu les 2 livres. C'est passionnant parce que vous savez mettre du suspense, vous savez faire des rebondissements. Et puis il y a des moments c'est terrible, et puis il y a des moments c'est passionnant. Et puis on sent L'époque était terrible. On sent l'historien quand même qui a fait des recherches là-dessus. C'est pas n'importe quoi. D'abord, je vous remercie, je me dis compliment. J'ai fait vraiment, c'est vrai, j'ai l'habitude de dire que là, c'est 5 ans de recherche, quoi, en fait, pour arriver à proposer quelque chose de nouveau sur une période qui est très peu exploitée, c'est l'avant-templier, quoi. Ouais. Et c'est là aussi la naissance des cisterciens. Il ne faut pas oublier que ça se situe à mi-chemin entre le départ des Templiers pour Jérusalem, qui ne s'appelle pas encore Templiers, hein. Il s'appelle pauvres soldats du Christ, etc. Donc c'est avant ça, et c'est juste après la création de Cîteaux, puisque Cîteaux date de 1098. Le livre se situe en 1108-1109, hein, si mes souvenirs sont bons d'écrivain. Et l'histoire des Templiers, officiellement, commence en 1118, quand 2 pauvres chevaliers, enfin 9, mais principalement 2, décident un matin, en se levant, de dire on va à Jérusalem, on est 9 et on va garder 1000 km de route pèlerine, vous inquiétez pas, on est là. Et voilà. Donc, d'ailleurs, ce livre commence par démonter l'histoire officielle pour vous proposer une autre histoire qui, me semble-t-il, tient plus debout que l'officiel. Oui. Je vais me faire des ennemis chez les historiens, mais c'est pas mal. C'est un roman. C'est un roman. Mais c'est au moins une hypothèse de plus. C'est une hypothèse. Et puis on comprend Je ne suis pas le seul à avoir... puis on comprend bien l'ambiance de l'époque où on ne pouvait pas faire confiance à grand monde, y compris dans son propre monastère. Tout à fait. C'était un peu dangereux de vivre... D'ailleurs, on ne vivait pas très vieux au Moyen-Âge, je vous rappelle. Hormis la médecine qui a fait des progrès, mais l'âge moyen, c'était quand même très bas. Ouais. On avait certainement autant de chances de mourir de maladie que d'être assassiné. Bizarrement. Mais comme ça, on se rapproche du Christ plus vite. Dites donc, alors, dans le premier livre qui est édité, on n'a pas donné l'éditeur. Alors, dans un premier temps, il a été édité dans une petite maison d'édition qui a retenu mes écrits, mais qui depuis a disparu. Et donc, depuis, c'est chez Éditions Labyrinthe qui sont mes propres éditions. Je ne comprends pas, justement. Parce que vous avez proposé vos manuscrits. Il y en a plein qui ont voulu l'éditer. Oui, celui-là, oui, puisque je l'ai proposé à une dizaine d'éditeurs. Oui, j'ai retenu, a priori, celui qui me paraissait le plus... Sérieux ? Le plus sérieux. C'est le terme exact. Honnête, on ne peut pas pour éditeur, mais sérieux, oui. Honnête, ça n'existe pas. J'ai l'habitude de dire, on dit toujours que les banquiers sont des voleurs. Je sais maintenant qu'il n'y a pas que les banquiers. Donc voilà, ça c'est fait. Donc le deuxième, je suis très heureux d'être en auto-édition en fait. Curieusement, tout le monde rêve d'être édité. Dans les salons, je croise bien sûr plein de gens comme moi qui sont passés par l'édition et qui ont arrêté parce que moi, j'aime bien savoir qui achète mes livres, où ils sont. Si je peux en avoir pour les vendre, c'est bien. J'étais obligé de pleurer pour avoir 10 livres ou 15 livres avant. Oui, non, c'est pénible. Là, ils sont chez moi, je sais où ils sont. Vous savez comment les éditer. Je sais combien je les paye, je sais combien je gagne. Vous faites des conférences dans toute la France. Sur ce sujet. Vous faites des dédicaces et sur d'autres sujets. Et vous faites des dédicaces. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas un Robert Laffont ou un Michel Laffont qui édite des livres pareils. Si Robert Laffont, demain matin, en regardant votre émission sur... Oui, parce que tous les matins, il regarde. Il regarde, oui. Je le sais. Je le salue. Et honnêtement, je l'attends. Hein. Mais j'attends aussi Spielberg pour mettre en scène. Ça serait fabuleux. Ouais, ça serait fabuleux. Une trilogie.
Ça serait une trilogie. Peut-être qu'il attend le troisième. Oui, mettez un petit peu de dinosaures et autres. Oui, ça fera bien. Extraterrestre. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, vous êtes branché ésotérisme, Alain Valls aussi, car on retrouve dans le livre... On parle que de ça depuis tout à l'heure. Oui, mais enfin là, c'est un peu de l'ésotérisme historique, mais là, on part aussi encore un peu plus loin avec celui-ci, car on oscille entre le passé et le présent. Votre héroïne a des visions, votre héroïne en rêve a des contacts, donc là, il y a prémonition, il y a contact avec les esprits, il y a plein... Enfin bon, je vais vite, mais on est en plein dans l'ésotérisme. Hein. D'abord, ça relève d'une volonté de l'auteur de ne pas s'ennuyer en écrivant, puisque c'est avant tout de la passion. Faites plaisir. Et je me fais plaisir. Donc, pas question de faire un copier-coller avec le premier. Il y en a assez qui le font. Ils n'ont pas besoin de moi. Donc, j'ai écrit celui-là, en effet, aujourd'hui, avec des allers-retours dans le passé. Et pour faire des allers-retours dans le passé, je me sers en effet des rêves et des rencontres intemporelles. Différentes clés ésotériques. Voilà. Alors, dites donc, depuis le début qu'on discute... Voire même d'espace-temps, puisque ça se termine d'une façon... C'est un peu bizarre des fois. Oui, ça peut être bizarre, ça peut faire peur. Mais oui, mais c'est passionnant. J'espère que ça fait peur. C'est passionnant. Alors justement, les deux livres, on va quand même donner le pitch, comme on dit, des deux livres, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début. Donc, la naissance des Templiers avant qu'ils existent dans l'histoire officielle. Voilà, c'est d'ailleurs le lien entre Cîteaux et l'Ordre du Temple, clairement, et la préparation pour le départ des chevaliers vers Jérusalem, c'est ça. Sans en dire trop, c'est ça. Voilà. Et l'autre, il y a une trame un peu plus compliquée, si je puis dire, où donc, je vous laisse dire, il y a l'héroïne. C'est aujourd'hui une chercheuse qui fait, à travers ses rêves, la rencontre intemporelle d'un ancien grand maître et qui va, grâce à ses conseils, va retrouver ce qu'ils ont ramené de Jérusalem. Alors pour moi, c'est ce qu'ils auraient pu ramener de Jérusalem. Voilà, c'est une proposition, c'est vraiment du roman et c'est vraiment ésotérique. Dans l'histoire, qu'on soit clair, on a cette héroïne qui est quand même conférencière pour le linceul du Christ. Elle est spécialisée en effet dans les reliques, il faut bien qu'il y ait un lien entre tout ça. Elle est spécialisée dans les reliques, elle est historienne, elle est spécialisée donc dans les reliques et elle s'intéresse tout naturellement à deux choses. Est-ce que les reliques ont une puissance autonome, c'est-à-dire un vrai pouvoir, ou est-ce que les reliques n'ont un pouvoir qu'à partir du moment où on leur en donne un? Et c'est une des questions du livre. Et forcément, quand on s'occupe de reliques, on s'occupe du Saint-Suaire de Turin, du linceul du Christ ou pas. D'où la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Voilà, alors elle fait des conférences. Évidemment, un des principaux acteurs de cette période s'intéresse tout naturellement à ses travaux. Quoi de mieux pour aller retrouver ce qu'on a perdu, de se retrouver avec une historienne qui connaît bien ce monde et avec qui on peut communiquer puisqu'elle est aussi sensible à ces choses. Donc Jacques de Molay, le dernier des Templiers. Le dernier grand maître officiel et non occulte, puisque dans l'ordre du Temple, là aussi, on parle de grand maître occulte et de grand maître officiel. Donc Jacques de Molay est peut-être un grand maître, mais peut-être officiel et pas forcément le grand maître réel. Mais c'est encore une autre histoire. Peut-être que vous découvrirez ça dans le prochain livre. Je suis en train de dévoiler des choses. Enfin bon, il a quand même grillé, Jacques de Molay. Hein, oui, il a fini au bûcher. Hein. Beaucoup ont fini, hélas, sur le bûcher. Catastrophe. Alors, la trame de l'histoire, c'est encore une fois toutes les clés de l'ésotérisme, y compris la réincarnation, parce que la petite fille là, qui s'occupe des reliques, elle se remet dans le passé et elle revoit les derniers moments de Jacques de Molay, etc., en tant que petite fille qui était présente à ce moment-là. Donc c'est réincarnation. C'est de la réincarnation, en effet. Oui. Elle croise aussi quelques membres de sa famille. Et puis il y a magie. Il y a des endroits magiques. Et puis il y a les hommes en noir, parce qu'il y a des méchants. Bien sûr, s'il n'y avait pas de méchants, ça ne serait pas drôle. Comme dans la vie. Les hommes en noir, ils sont là sans être là. Ils traversent aussi l'histoire. Ils ne sont pas forcément dans le même temps que l'histoire qui se passe aujourd'hui, ou du moins en 2008 ou 2007, si mes souvenirs sont bons. Mais ils sont là de façon intemporelle aussi. Donc quand on se promène dans ces milieux, forcément on croise tout.
Et tout est au même endroit, dit-on. Et donc, quand on se retrouve avec des gens bien, on croise aussi les autres. C'est affreux. Ben, on est peut-être entouré aussi de ça, il faut faire attention. Pas ici. Vous ne risquez rien. Ici, c'est parfait. J'espère. Vous êtes en pleine élévation, donc il n'y a pas de souci. Je me sens en tout cas très bien. Ah bah, vous êtes le bienvenu déjà. A priori, on le ressent. Donc, le troisième tome, on l'attend parce que... Il n'a pas de titre. Ne demandez pas de titre. On reste un peu sur sa fin avec celui-là. Dites, on attend la suite. Ah, vous trouvez qu'il y a encore besoin d'une suite? C'était vrai pour celui-là. Quand celui-là est sorti, les gens qui l'ont lu... Dans l'ombre des enclos sacrés. Disaient il faut absolument faire une suite. Et moi, je disais... Mais attendez, moi j'ai écrit ça en vous proposant quelque chose qui s'arrête comme ça s'arrête, et je voulais laisser la place à votre imagination et à autre chose. Hein. Vous avez le droit de méditer et de vous faire une opinion à travers des écrits autres que les miens, et de dire voilà, je vous laisse deviner ce qu'ils auraient pu ramener et de faire votre propre opinion. Et en fait, les lecteurs, je crois, comme beaucoup de monde, aiment bien qu'on leur donne un truc tout fait. Eh ben oui. Eh bien oui, alors donc j'ai fini par faire ça. Au bout de 2 ans, j'ai écrit ça. Celui-ci, du coup, on pourrait retrouver l'héroïne peut-être. Pour le prochain ? Oui, moi je trouve qu'on attend plus une suite. Ah ça ? Oui, celui-ci, voilà. Attendez, ça faut quand même le dire. On attend une suite aux reliques oubliées du temple, plus qu'à l'enclos dans l'ombre des enclos sacrés. Là, je voyais, voilà, pour moi c'était... Voilà, pour vous, c'était simple. Voilà, c'était clair. Donc moi, c'est ce que je voulais. Et en fait, les gens m'ont réclamé une suite à ça. Eh ben, vous réclamez une suite pour le noir aussi. Si à chaque fois, quelqu'un me réclame une suite pour ça, parce qu'en fait, avec ce qui arrive à la fin à l'héroïne, on se dit que ça peut... l'héroïne, moi je trouve qu'elle a tout gagné à la fin. Elle a tout gagné, mais peut-être que justement, elle pourrait se lancer dans une autre quête. Tout à fait. Oui. Alors, je vais dire des choses que j'avais pas envie de vous révéler. C'est vrai que le troisième, j'avais envie de faire une suite à ça, en reprenant Lucie. Lucie, c'est l'héroïne, alors c'est pas innocent, Lucie, c'est la lumière, bien sûr. Et donc, elle faisait la lumière sur d'autres choses. Et puis, en réfléchissant, et encore toujours l'optique de ne pas m'ennuyer, et de ne pas ennuyer mes lecteurs à tourner en rond dans une espèce de romans, il y en a plein qui font ça, quoi. Donc j'ai pas envie de faire ça. Alors, c'est vrai qu'avec la fin, j'ai envie d'être lu. Avec la fin de ce roman, c'est vrai qu'on peut aussi se dire que finalement la boucle est bouclée. Peut-être aussi. C'était ça l'idée. Alors maintenant, je pense un peu quand même à autre chose. On a parlé beaucoup de la partie spirituelle. On parle que de ça dans celui-là. Et on parle tout le temps de trésor des Templiers. Il y a plein de gens qui attendent la partie sonnante et trébuchante du trésor des Templiers. Je vous cache pas vous cache pas qu'on a été à Gisors. Avec notre pelle et notre seau pour creuser un peu. Très bien. Et vous avez rien trouvé? On n'a pas creusé, on a été admirer ce monument, il est fabuleux. Qui n'a rien de Templier, vous le savez, sur le plan de construction, mais qui a été donné en garde aux Templiers. On le voit en ce moment-là, le monument. Là. Oui, on le voit bien, oui, il est très beau. Et donc, les Templiers connaissaient parfaitement le lieu, puisqu'ils ont été gardiens de ce lieu pour le compte du roi, je crois, à l'époque. J'ai lu que Jacques de Molay avait été emprisonné aussi. Je ne sais pas s'il était à Gisors, je sais qu'il a été à... Quand j'ai fait des recherches, parce que j'ai mis un peu de temps à lire vos livres, parce qu'en fait, à chaque fois, je faisais des recherches de mon côté. Je me souviens plus, Gisors. Alors, ça a été une prison. Moi, j'ai lu qu'il avait passé quelque temps au moment du procès par Philippe Leveille. Il avait passé quelques jours en geôle à Gisors. D'accord. Mais il a été à pas mal d'endroits parce que ce pauvre, il a été promené d'endroits. Alors, il a été surtout en Touraine, pas très loin. Comment ça s'appelle, la prison royale de Chinon. Je pense qu'il a été emprisonné là. Où on retrouve des graffitis templiers d'ailleurs. Et puis alors il est mort au Vert-Galant à Paris. Oui. Alors, moi, il faut y aller. Oui. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce que vous disiez dans les livres, parce qu'en fait, j'arrivais pas à savoir, enfin après j'ai compris, mais ce qui était vrai et ce qui était faux. C'est tout là, c'est un compliment ça presque. Voilà. Je prends ça comme un compliment, c'est que j'arrive à noyer le vrai du faux. Et au bout d'un moment, vous savez plus. Sauf que je donne des explications à la fin. Voilà, mais au début, ça me gênait, parce que je me suis dit, bon, alors je suis dans un roman,
mais est-ce que ce qu'on me raconte, est-ce que je peux le considérer comme une connaissance historique? Est-ce que je peux me dire, alors je retiens ça parce que c'est de l'histoire, c'est vrai, ou est-ce que c'est encore du roman? Donc du coup, à chaque fois, moi je vérifie. Mais vous avez, que ça soit dans le premier, c'est-à-dire dans l'ombre des enclos sacrés, où je mets quand même une dizaine de pages pour vous expliquer à la fin si les personnages sont vrais ou faux. J'ai refait la même chose avec celui-là, et j'ai pris soin pour le deuxième. La relique sacrée. Oublié du temps. Pardon, oui. Sacré aussi. J'ai fait mieux, j'ai fait carrément une espèce de biographie sur tous les personnages historiques, en expliquant pourquoi ça colle avec l'histoire. Et c'est très utile d'avoir les personnages et de savoir s'ils étaient réels ou... je crois que c'est un peu de l'honnêteté, sinon après on voit complètement tout. Mais justement, donc ça pousse à réfléchir et à acheter d'autres livres historiques pour aller plus loin, quoique là on va bien loin avec vous. Je vais participer à l'histoire de ce pays, quand même, si vous continuez. En tout cas, pour nous, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à lire les livres, à chaque fois, on allait plus loin. On fouillait dans nos livres, on fouillait sur Internet, on est allé à Gisors. On lisait le procès. Vous avez été à Gisors après mais regardez comme c'est beau, sous le soleil en plus, avec les nuages, c'est super beau. Mais on n'a pas creusé parce qu'on sait que déjà c'est... Alors, vous savez, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines je crois, quelqu'un qui habitait à côté de Gisors et qui connaissait le fameux Laumois. Ah, le fameux qui avait trouvé le souterrain qui était donc, condamné. Donc cet homme, il connaissait bien dans le village. Et il disait que c'était quelqu'un de simple, mais qu'en aucun cas il aurait pu inventer un truc pour se faire mousser. C'était absolument pas le genre de personnage à inventer un truc pour être dans la presse ou être devant des caméras de télévision. C'est pas du tout. Donc c'est un simple esprit. Donc il est tombé donc sur un énorme souterrain et avec donc différentes pièces et des trésors à l'intérieur. Oui, une espèce de chapelle souterraine, d'après ses dires. Il a eu le malheur de le dire et finalement c'est quand même c'est le gouvernement qui a mis une chape de plomb dessus quand même. Tout à fait, c'est ça. L'histoire c'est ça. Et le gars que j'ai rencontré qu'il connaissait disait c'est ça quoi. Mais ce gars-là disait mais c'est étonnant que vous sachiez, vous le connaissiez et que vous disiez son nom. Je dis mais dans tous les livres ésotériques on parle de lui. C'est quelqu'un quand même voilà. Tous les chercheurs de trésors, tous les chercheurs de trésors aussi. Et il était étonné parce que dans le village c'était quelqu'un de très simple et plutôt simple au terme. Dans tous les sens. Oui, d'accord. Il habitait où alors? Juste à côté de Gisors, mais il était le gardien de ce lieu. Et pendant toute la guerre de 39-45, puisque les visites, etc., il faisait peut-être même visiter le lieu. Et en fait, pendant la période de guerre où tout était fermé, toutes les nuits, il creusait, mais par plaisir, quoi. En fait, il avait envie de savoir jusqu'où ça allait. Et puis un jour, voilà, un coup de pioche de trop, et il a traversé, et il s'est retrouvé devant une chapelle gothique, avec, je sais plus, 30 armoires, ce qu'il appelle des armoires, etc. Et vite, parce que c'est pas un affabulateur, c'est pas quelqu'un calculé, voilà, il aurait trouvé le trésor, il aurait rien dit, il aurait fait, il aurait pu s'en servir. Non, tout de suite, il a été prévenir les gendarmes. Donc ça prouve bien son honnêteté et sa simplicité. Et donc tout de suite, c'est monté un peu comme ça, et d'après ce qu'on dit, on a tout fait bétonner à une vitesse grand V. Ce qui aujourd'hui, tout est bétonné en dessous et la chapelle est bétonnée aussi. Ce qui est une hérésie de plus, mais comme déjà les Templiers passaient pour hérétiques. Ça fait très peur à beaucoup de monde, on ne sait pas trop, je ne sais pas pourquoi. Ben oui. C'est pas le seul endroit où on parle de choses comme ça. Dans le sud de la France, il y a un chercheur, lui c'était un ingénieur, il cherchait vraiment un trésor. Et il a trouvé par recoupement, c'est un livre admirable, ça s'appelle L'île des veilleurs, c'est remarquable, je ne sais plus son nom, j'en parle dans mon livre, je pense. Et ce personnage a creusé, il commençait à trouver des ruines, etc. Et aussitôt, il y avait les hélicoptères de la République qui tournaient autour, et voilà, et on l'a empêché d'aller plus loin. Donc quelque part,
On a peur de quoi? Je sais pas. Qu'on trouve autre chose que ce qu'on nous raconte dans les livres d'histoire. Ouais, mais il fait pas bon de trouver des trésors finalement. Finalement, peut-être pas, non. Mais alors l'abbé Saulnières, vous pensez que sa richesse étrange... C'est tellement bizarre l'affaire Saulnières. Alors ça peut relever, ça peut avoir un lien. Beaucoup disent que ça a un lien. Parce que les trésors des Templiers, c'était disséminé dans toute la France. Au moment où ils se sont sentis perdus, ils ont quand même planqué tout ce qu'ils pouvaient, dans différents endroits. Oui, si vous prenez cette partie-là, ils ont quand même vite regroupé tout dans un endroit tenu secret, alors qu'on retrouve, moi encore une fois, j'invente rien, des ésotéristes disent, voilà, il y a plein d'endroits où, mais c'est regroupé quand même. C'est regroupé quand même. Ouais. Vous pensez pas que le gouvernement a récupéré les sous et puis qu'ils ont mis la chape de plomb pour pas qu'on le sache? C'est possible, mais une chose est sûre, c'est que Philippe le Bel est resté un peu sur sa faim, puisqu'on n'est pas devenu riche après, plus riche, ou plus pauvre, ou moins pauvre, parce que la France était quand même très endettée. Parce que l'un des principes de Philippe le Bel pour assassiner à ce point-là les Templiers, c'était de récupérer leur argent, enfin leur trésor. Ça c'est une partie officielle. Alors, moi j'ai l'habitude de dire, quand on me pose cette question, si vous êtes endetté et que votre banquier vous prête de l'argent sans arrêt, ce que faisait le Temple. Le Temple, c'était le banquier du roi, les Templiers, y compris du roi d'Angleterre, y compris... ils étaient puissants, riches, et ils savaient gérer des affaires. Alors, si vous êtes endetté et que votre banquier vous prête sans arrêt de l'argent, puisqu'ils sont riches, est-ce que ça vous vient à l'idée d'assassiner votre banquier? Oui. Franchement, oui. Franchement, parce que c'est au moins pour pas le rembourser. Pour pas le rembourser, puis peut-être. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous enrichir en faisant ça. Puisque qui c'est qui va vous prêter de l'argent si vous l'avez assassiné? En tout cas, vous n'avez plus de dette, c'est déjà pas mal. Ça efface la dette, mais ça n'enrichit pas. Sauf à trouver, en effet, à tomber dessus. Et s'il n'a rien trouvé, c'est bien la preuve que ces Templiers ont planqué les sous. Savaient, parce qu'il n'y a pas que de l'argent, on parle toujours d'argent. Il y a les fameuses reliques. Oui. Il y a les reliques, mais il y a aussi tous les documents de l'ordre. À partir du moment où vous êtes banquier pour une grande partie de l'Orient, Moyen-Orient, Europe, forcément vous tenez des comptes. Il n'y a aucun livre de comptes, il n'y a aucune... Ils faisaient la messe tous les jours, ils avaient leur chapelle et leur chapelain. Rien qui concerne des calices ou quelque chose, des croix pour faire la messe, il y a rien, on n'a rien retrouvé, donc forcément c'est quelque part. Ça a été fondu. Ouais, peut-être. On va se retrouver dans la on peut peut-être aussi savoir par où la partie sonnante et trébuchante a servi quand même. Ça, on sait à peu près. Alors, je vais encore vous dire des choses. Oui, mais je ne veux pas vous dire. Mais vous achèterez quand même mon livre. On fait un teasing, comme dans vos livres, on fait un teasing. On s'interrompt 2 secondes. Et ça va me permettre de boire une gorgée d'eau. Mais vous pouvez même le faire en plein enregistrement. Et on se retrouve dans la deuxième ou seconde partie, on va voir comment ça se passe.